Je suis là parce que je fais partie du conseil d'animation de Brandpaille depuis 1 an. Et que du coup, ça faisait, avec le Covid et compagnie, 3 ans qu'il n'y avait pas eu de RNP et qu'on a été un joyeux groupe à avoir très envie de réorganiser ça et de pouvoir se retrouver. Une de nos réunions, on les avait fait ici. Et qu'en étant ici, on s'est dit, mais en fait, c'est ici qu'il faut qu'on fasse les RNP et que la Pouge était trop partant. C'est un fantasme d'accueillir les RNP ici pour moi, donc c'est surréaliste d'avoir ça ici, quoi. On va dire la phase de préparation, c'est le groupe de travail RNP de Brandpaille, donc c'est selon les moments, entre 2 et 5-8 personnes. Et puis ensuite la phase vraiment de montage final, c'est une trentaine de personnes pendant une semaine, et puis qui continue à tourner pendant l'événement et qui fait le démontage aussi. Bravo! Il y a 4 ans, il y avait genre 600-700 personnes. Il y a 3 ans, il y avait 1200 personnes. L'année dernière, il y avait plutôt 300 personnes. Et cette année, on verra bien. Vous voulez que je vous explique un petit peu? Oui. Ok. Donc déjà, c'est un événement privé. Donc pour participer à l'événement, il faut être adhérent à Brandpaille. Comme ça reste un événement privé. Et l'adhésion, elle est à prix libre. Voilà. Très content de revenir au RNP, parce que les dernières, donc du coup, c'était en 2019. J'ai pas pu faire celle de l'année dernière et ça m'a bien manqué. Et donc je suis très content de revenir et de retrouver Louis, justement, qu'on s'est rencontrés en 2019 au RNP. Et c'est vrai que c'est une ambiance et un bol d'air frais. Je sais que ça va être 4 jours de bonheur. Dans la journée type, on a 2 Agora par jour, Agora à 9h et Agora à 14h30. C'est quoi Agora? C'est un truc Agora, c'est réunion où tout... Donc l'Agora, c'est le moment où en fait on organise la matinée ou l'après-midi, ça dure une demi-heure. Comme c'est un fonctionnement qui est présenté en début de RNP, tout le monde comprend assez vite de quoi il retourne. Okay. Tous les jours, il y aura une Agora à 9h et à 14h30. Pourquoi une Agora? D'abord pour expliquer les règles ou le système d'autogestion au sein des RNP. Comme c'est autogéré, chacun fait comme il a besoin ou comme il le sent. Donc ceux qui anticipent, ils ont déjà dit ce qu'ils allaient faire et quand. Et puis il y a des gens qui se déclareront le matin pour l'après-midi, voire l'après-midi pour l'après-midi. Donc en fait c'est 6 personnes pour faire la vaisselle, c'est très varié, il y a des assiettes et des fourchettes à laver. Et parce qu'on fait la vaisselle tous ceux qui mangent à la cantine, parce que c'est plus simple que chacun fasse sa vaisselle. Donc vous arrivez juste au petit stand, vous déposez vos assiettes et vos fourchettes. Il y a un petit bac à compost et puis sinon après Du coup c'est vérifier que les toilettes sont pas pleines, remettre de la cire s'il faut, les vider dans le compost humain qui est au niveau des bacs déchets à côté de l'accueil, et puis remettre s'il faut papier toilette, vinaigre, désinfecter. Ça se fait à quelle heure? Ça se fait le matin quand t'es réveillé, l'après-midi si tu fais pas un atelier, tu peux y passer, faire un tour. Ah oui, c'est en permanence. C'est en permanence en fait. C'est un événement où chacun peut présenter des choses et animer des choses. Donc il n'y a pas des gens qui sont habilités à et puis des gens qui seraient inférieurs ou qui pourraient pas ou qui sauraient pas, parce qu'il y a des sachants et des non-sachants. Pour le programme, en fait, on fonctionne ici en forum ouvert. Forum ouvert, ça veut dire que c'est un événement complètement autogéré par vous, par nous. Tout le monde peut se positionner sur des créneaux pour proposer des choses au programme. Et donc, il y a un grand panneau d'autogestion qui permet à chacun de s'inscrire sur des créneaux disponibles et les espaces disponibles. Le Canada, en termes de justice restaurative, c'est vraiment un pays pionnier. Alors je dis pionnier, on en dira un mot tout à l'heure. Pour moi, les pratiques restauratives, elles sont millénaires, plurimillénaires. On ne réinvente pas l'eau tiède. C'est déjà des choses qui, la plupart, étaient, même si elles sont adaptées à notre époque, qui existaient depuis longtemps. Donc, au Canada, il y a un système qui fait que, en tout cas dans certaines provinces,
si les deux parties, l'auteur et la victime, on va encore les appeler comme ça, sont d'accord, et que la peine encourue, c'est une peine de prison ferme, donc ça veut dire que c'est un acte assez grave, si je puis dire, les protagonistes rentrent dans une démarche restaurative, de dialogue, et à la fin, ils arrivent à tout un travail évidemment d'échange, de reconnexion, etc. Ils arrivent à un plan d'action, voilà, et la justice classique, ça passe devant un juge qui valide le plan d'action. Il dit ça paraît tenir la route. En fait, c'est une manière de mettre une sorte de forme de sécurité, si je puis dire. Il y a un autre mot là qui m'échappe au niveau du système de justice pour s'assurer que la justice restaurative a fait son travail et puis il valide. Et dans un des cas, par exemple, un des éléments des actions qui avaient été retenues pour retrouver cet équilibre est que l'auteur a été en prison pendant une année. Et donc il y a eu une peine de prison, si je puis dire, mais elle a été vécue complètement différemment. C'est-à-dire que ce n'est pas un juge qui a décidé, toi tu vas en prison pendant un an, c'est à travers donc, ce travail collectif, il a été décidé que pour retrouver cet équilibre, ça contribuait d'aller en prison. Moi, la permaculture, ça m'a parlé au départ pour des questions de jardinage, si je puis dire. Ouais, c'est ça, d'apprendre la façon de faire un jardin le plus écologiquement possible. Et puis assez vite, j'ai compris que c'était bien au-delà et que en fait, la permaculture, c'est plutôt un art de vivre dans son ensemble. Alors pour moi, la permaculture, c'est essayer de créer des systèmes, des écosystèmes qui prennent en compte à la fois l'être humain, les animaux, les végétaux, tout ce qu'on a autour de nous, et que ça soit le plus durable possible, dans le sens que ça soit le plus circulaire, le plus résilient, pour qu'on puisse vivre sans inégalité sociale, avec une abondance pour chacun. Le respect de la nature, de l'homme, de pas mettre l'argent au premier plan. C'est une pratique agricole avant tout, la permaculture. Donc la permaculture, ça va être créer de l'harmonie entre les végétaux. Donc tu vas avoir des espèces qui fonctionnent bien entre elles. Il va y avoir cette idée d'apporter le minimum d'intrants, donc de faire en sorte qu'en fait cet écosystème il soit nourri par ce que les êtres humains, les habitants du lieu font, que tu aies le moins besoin d'acheter ou de faire venir pour que ton système, ton maraîchage, ta production, ton verger fonctionne. Et après, si tu veux passer à l'échelle d'au-dessus, ça va être aussi entre les vivants, entre les humains, les habitants du lieu, et ensuite entre les vivants humains et les vivants non humains, les animaux. Quant à l'impact, il y a deux discours. Il y a ceux qui vont dire qu'on est toujours une minorité, et en même temps, que du coup c'est des pratiques qui restent minoritaires et qui ne permettent pas de changer le système agricole dominant aujourd'hui. Et en même temps, je sais pas, quand tu pars les premiers bouquins là, de Mollison et Holmgren, c'est dans les années 60. C'était deux mecs en Australie qui faisaient des essais, et maintenant ça existe partout dans le monde. Je veux dire, si tu compares ça à une courbe exponentielle, on pourrait être aussi au début du décollage, quoi. Ce qu'on va faire collectivement, c'est qu'on va essayer de trouver tous ces privilèges et de remplir en fait la roue ensemble. Et donc il y en a certains qui pourront être nommés privilèges que vous allez me dire en fait quand je vais vous demander alors selon vous il y a quoi comme privilège, vous allez me les dire et moi je vais les noter à côté parce que le but c'est de remplir cet outil en fait qui existe déjà qui est la roue des privilèges. C'est comme si on avait un statut d'exception, des droits supérieurs en tant qu'individu ou en tant que caste ou en tant que groupe par rapport à d'autres. Les privilèges, ça peut être des avantages sociaux, économiques, dans tout ce qui est politique, aussi, dans aussi ce que tu disais, les besoins. Vie peut-être pour Villa et les gars pour la loi. Et je me demandais si le privilège n'était pas premier par la loi. C'est-à-dire le fait qu'on soit premier, déclaré premier par une loi. Après, je voudrais acheter une voiture, moi. Pour la maison. Je pense que, ouais. Il y a des courants.
Alors la permaculture, moi je connaissais comme ça de nom. Je fais un potager sur Oléron. Et pour moi, faire du paillage, c'est de la permaculture, alors que c'est bien plus vaste que ça. Et à force de lire et de chercher des infos, je me suis rendu compte que c'était la nature et l'homme, tout était lié et que l'un ne va pas sans l'autre, hein, inversement. Et en fait, comme je suis en pleine reconversion, puisque je suis une ancienne soignante, hein, voilà, je pense qu'on peut le dire, hein, j'étais suspendue en septembre dernier. J'ai fait du soin toute ma vie et je sature un peu aussi du soin et je m'étais dit que j'allais, vu que je suis issu de la terre et de la terre de mon père, retourner vers la terre et faire quelque chose et après faire confiance en la vie pour voir comment je peux refaire ma vie en ayant un minimum pour subvenir à mes besoins et pas besoin d'avoir des milliers de cents, quoi. Voilà. Je suis ergothérapeute et donc dans ma manière d'aborder les personnes et d'être en relation avec elles, j'étais toujours en questionnement sur le rôle que j'avais auprès d'elles et le rôle qu'elles avaient pour moi. Et je me suis rendu compte que c'était nécessaire de remettre en question cette chose-là si je voulais être cohérente et juste avec moi-même et avec les autres. Et là, en fait, je suis en train de choisir une orientation complètement en accord avec ça, c'est-à-dire que je vais me tourner vers le maraîchage bio. À mon sens, la permaculture englobe un ensemble très puissant de mécanismes, une espèce d'énorme boîte à outils qu'on peut quelque part assez facilement appréhender, mais qui est très vaste et qui répond à si on respecte les 12 principes que David Mobgren a pondus, on est plutôt bien. C'était en tout cas au début de mon expérience en permaculture, c'était plutôt des projets qui visaient une autonomie interne des lieux dans lesquels j'étais, de produire un petit peu à manger de manière diversifiée. Et aujourd'hui, pareil, j'ai les mêmes questions. Je me suis moi-même posé la question à 40 ans, est-ce que je vais devenir agriculteur ? Et j'avoue, très honnêtement, ne pas avoir assez de courage pour aller de l'autre côté de la barrière en me disant je vais devenir agriculteur avec tout ce que ça représente. Donc du coup, moi j'ai fait le choix de faire une transition de vie d'un boulot salarié au métier de maraîcher, comme beaucoup de gens en ce moment. C'est très chouette, il y a ce mouvement-là. Et en même temps, c'est un métier qui est hyper exigeant et qui est magnifique aussi. Donc s'il y en a que ça intéresse d'en parler, j'ai commencé ça il y a fin 2018, c'est pas encore 4 ans. Et puis c'est aussi l'occasion d'échanger avec vous sur permaculture quand on entre dans le monde professionnel. Et comment on fait des compromis, des choix entre le jardin en permaculture luxuriant qu'on voit dans les vidéos YouTube et tout, et le métier de maraîcher, et comment on équilibre un petit peu tout ça, et c'est des sujets que je peux questionner avec vous, quoi. C'est un collectif d'habitants avec des assos qui sont venus, Alem et Désobéissance Fertile, qui vont vous parler en fait de l'installation agricole, de la place de l'habitat plutôt, dans l'installation permacole. Voilà, c'est la place de l'habitat dans une installation permacole, mais aussi globalement, dézoomer un petit peu, voir la place de l'habitat dans la vie tout court. Léger. L'habitat léger, l'habitat tout court, la dimension politique, comment on se positionne par rapport à la crise du logement, la dimension aussi initiatique, l'importance de l'habitat dans le travail de reconnexion qu'on a à faire. Voilà. Je fais les paroles boxées, donc ça sera à 18h30 sur la scène. Paroles boxées, c'est facile, il y a 3 règles. Tu as le droit de prendre la parole une seule fois. Tu ne peux pas être interrompu et tu peux parler maximum 5 minutes. C'est quand même rare qu'on puisse être écouté pendant 5 minutes. On dire ce qu'on a à dire aux autres. On peut chanter, danser. Je suis avec ma chienne, moi, c'est qu'on se retrouve toutes les deux attachées dans ces moments-là, quoi, parce que moi je peux pas me désolidariser d'elle non plus, et faut toujours que j'essaye de t'expliquer quelle est sa place. Et à peine sorti de la voiture, on commence à cheminer, et puis on croise un propriétaire avec 2 chiens qui les met en laisse quand on voit au loin, et en fait on tire sur la laisse.
Oui, bonjour, donc je m'appelle Gwen, je viens des Côtes d'Armor en Bretagne. Et donc moi je suis installée avec mon mari et mes 2 enfants en pleine nature. On a trouvé un grand domaine où on a décidé de se lancer pour vivre le plus possible en autonomie. Et je fais l'instruction en famille et puis voilà, on essaye de vivre le plus proche de la nature et le plus simplement possible. Et en fait, on est parti en voyage avec ma famille à travers l'Europe pendant 1 an et demi à peu près. Le fait de se retrouver tous les 4, d'aller à la rencontre des gens, de voir des façons de faire et de vivre différemment, ça nous a ouvert un peu l'esprit. Et à côté de ça, on regardait pas mal de bouquins et de vidéos comme ça sur la permaculture. Et puis voilà, on est revenu de notre voyage, on s'est dit on continue dans cette voie. On avait dans l'instruction en famille, dans ce lien avec la nature et du coup on a trouvé notre site et puis on a commencé ça, ça va faire 1 an. Voilà. Et moi je propose un temps pour parler d'argent. Voilà, c'est pas hyper clair dans ma tête, mais je pense que ça va se clarifier pendant l'atelier. Moi c'est Peter. Donc je propose du Hatha Yoga traditionnel. Dans le Hatha Yoga traditionnel, il n'y a pas de notion de niveau. Donc vous pouvez aussi bien ne jamais avoir pratiqué ou pratiquer depuis un certain temps, c'est pas du tout un problème. J'ai fait les RNP l'année dernière. Et puis j'ai bien aimé l'année dernière, j'ai bien aimé l'ambiance, les ateliers, je trouvais ça intéressant, ce qui se disait. Et je me suis dit ouais. Je vais le refaire cette année. Le partage, déjà c'est quand même un truc, un des piliers de la permaculture, de partager équitablement les ressources, l'abondance. De toute façon, c'est comme plein de principes. Si on respectait nos principes, on a déjà des principes, liberté, égalité, fraternité. Déjà, si on les respectait, ça changerait le monde, quoi. Pour l'instant, c'est hypocrite. Alors, c'est bien que nous, dans ce milieu-là, on ait des principes et qu'on essaie de les respecter. Et ouais, si ça gagne comme ça et que les gens sont attachés à ces principes, ça peut changer la vie et puis la politique par la même occasion, quoi, parce que tout est politique. Je propose une conférence gesticulée qui s'appelle Une casseuse à l'affiche, sois bête et tais-toi. C'est sur le mépris de classe en fait. Donc conférence gesticulée, c'est partir son expérience et pour dénoncer des rapports de domination systémique. C'est génial ici dans notre local. En fait, quand on vient de milieu populaire, quand on n'a pas fait d'études, quand on n'a pas les moyens financiers, quand on n'a pas le travail, le bon travail qui est respectable, on n'est pas respecté en tant que personne non plus, quoi. Et c'est ça que je dénonce principalement. Comme si on n'était pas créatif ou combatif, alors qu'en fait, justement, je pense que le fait de ne pas avoir des ressources financières pour régler les problèmes, ça permet d'être créatif, justement, puisqu'on n'a pas le choix, quoi. C'est ma mère qui adorait le théâtre, donc on allait ensemble. Donc j'ai fini par faire option théâtre au lycée pendant 1 an. Et donc c'était mon truc, je me disais j'aime bien le théâtre. Donc j'ai fini par faire du théâtre dans une asso à Lille, le Tierlaine, où en fait c'était ouvert principalement aux gens qui étaient au RSA. Et en fait c'était une superbe expérience, quoi. Et là l'un des endroits où en fait je trouve rarement, où en fait il y avait des Arabes, des Noirs, des Blancs, des gens qui avaient fait des études, des gens qui n'avaient pas fait d'études, des gens qui avaient un boulot salarié, des gens qui étaient au chômage. Une vraie mixité que je trouve rarement dans la société. En fait, il y a des codes, et en fait on te fait comprendre que tu n'as pas les bons codes. Parce que moi je sais que quand je suis arrivée dans le milieu militant, c'était au milieu anarcho-LGBT. LGBT, ça vous parle? Lesbiennes, bi, gays, trans, tout ça. En fait, souvent on me disait mais ta façon de parler ça va pas, mais même physiquement, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait dans le milieu populaire on est plus
on parle de moins loin, on se touche plus, tu vois, et que ça se faisait pas, tu vois, de se toucher, de rigoler fort, la façon de parler ça allait pas, on n'avait pas les bons mots, et en fait... Les gens te faisaient des remarques là-dessus. Ouais, mais toujours de façon diluée, quoi, tu vois, c'était pas toujours la même personne, mais on me faisait comprendre que j'avais pas les bons codes. Et je commençais à dire, mais en fait, je m'en tape, si ça te va pas comment je parle, soit ça t'intéresse ce que je dis, et t'écoutes quand même, soit on parle pas, quoi, je vais pas me changer. Il faudrait qu'on lise des bouquins pour être plus intelligent, pour comprendre plus de trucs, tu vois. Enfin, non, il y a un mépris total, quoi. Un mépris de classe qui est largement répandu, quoi. Totalement. Quand tu as une croyance sociale, comme par exemple le fait que les riches réussissent mieux à l'école, donc les riches savent, c'est des trucs c'est inconscient, les trucs c'est conscient. Donc, d'une manière générale, la classe dominante sait croit qu'elle est plus intelligente que les classes dominées. Donc dans la vraie vie, ça fait que les classes dominantes sont plus intelligentes que les classes dominées et inversement, c'est-à-dire que vu que les classes dominées ont intériorisé qu'elles étaient moins intelligentes, alors du coup elles sont persuadées que c'est le cas. Et donc ça joue sur la réussite à l'école, mais ça joue même réellement sur le QI. C'est-à-dire que dans les tests de QI, les pauvres réussissent moins, mais c'est pas vraiment qu'ils sont moins intelligents, c'est qu'ils ont intériorisé qu'ils l'étaient probablement moins. Et donc à long terme, ça a des effets sur le fait qu'ils ont moins travaillé cette capacité, ils ont plus travaillé des capacités physiques ou des galères sociales. Enfin, voilà, oui, c'est comme si tu naissais en ayant un logiciel qui te disait bon bah ça c'est pas pour toi. Va pas dans ce truc-là, va pas dans l'intelligence. Toi t'es là, va toi, dans le manuel. T'es manuel, toi t'es pas intelligent. Continuer à attribuer une valeur aux gens. Telle compétence vaut plus qu'une autre, telle capacité vaut plus qu'une autre. Est-ce qu'on fait les choses de façon permacole? Est-ce que je suis pas en train d'exploiter aussi quelqu'un quand j'accepte de gagner 4 ou 6 fois que mon voisin? Et c'est ça le gros travers que moi j'observe en s'arrêtant juste au jardinage et à la fameuse autonomie alimentaire ou énergétique. C'est, voilà, quand nous on aura notre collectif, comment présenter cette chose-là pour amener les gens, parce que étant donné que tout a de la valeur et que chacun est ancré avec ce système de valeurs, et de lui dire, écoute, mets tes compétences et ton garage à notre disposition pendant quelques heures dans la semaine pour qu'on entretienne nous-mêmes nos véhicules et le manque à gagner que tu auras, on va te le payer, je sais pas, en œufs, en légumes, en miel, Les gens qui nous gouvernent et qui sont censés aider les peuples à être dans le bien-être et en France, puisqu'en l'occurrence on est en France, ne vont pas dans ce sens-là, quoi. En tout cas, politiquement, ça ne va pas dans ce sens, puisque ce matin j'ai fait un atelier bas carbone, comment réduire. Et les gens qui nous gouvernent sont plus à nous enfoncer, à nous acculer. Jusqu'à ce qu'on craque pour une injection par exemple ou pour je ne sais quoi. Donc je pense que politiquement et socialement il faut, moi j'espère aller prôner la bonne parole, et je le fais déjà. On a réussi à acheter que le sachet, du coup l'étiquette est restée en tes mains. C'est super. Dans le milieu permacole, j'entends gouvernance partagée, gouvernance horizontale, ça règle tous les problèmes, tout le monde a une voix. Quand on fait de la gouvernance partagée, soi-disant horizontale, on donne le pouvoir à ceux qui savent s'exprimer, à ceux qui ont un charisme plus important que les autres. On ne donne pas le pouvoir... Ou à ceux dont on pense qu'ils ont plus de compétences que les autres. Voilà, ceux qui ont plus de compétences, ceux qui ont plus de vécu, ceux qui se taisent, ceux qui n'osent pas s'exprimer, ceux qui n'ont pas confiance en eux, ceux qui ont un contexte difficile, les femmes issues d'immigration, tout ça, eux, ils ont du mal à s'exprimer, ils ont du mal à prendre leur place. Les hommes prennent toujours la place, les hommes blancs prennent toujours la première place, c'est toujours ce qui se passe. Bizarrement, on est des hommes blancs. Et bizarrement, on est des hommes blancs, voilà. Donc moi, je propose un atelier qui s'appelle Féminin Féminisme. C'est un atelier de partage, donc j'ai pas d'exposé à faire. Le but, c'est que les personnes qui viennent font l'atelier. On n'est pas obligé de parler quand on vient, on peut juste écouter, mais voilà. Donc c'est vraiment un moment de partage. J'ai mis au pluriel féminin féminisme parce que je pense qu'il y aura une pluralité d'approches et c'est ok. Mais bien sûr que la permaculture, pour moi, doit se positionner et doit assumer le fait que c'est politique si on veut changer le monde, si on veut... Alors pas changer le monde, c'est prétentieux, mais si on veut faire évoluer les choses et on se voit bien, on se rend tous compte qu'on a un point de rupture et que la permaculture a tout son rôle, sa légitimité à participer à la construction d'une société différente.
c'est que je pense qu'effectivement, actuellement, l'état des lieux, c'est qu'il n'y a pas de lien, c'est deux mondes à part, quasiment. Grossièrement, c'est deux mondes à part. Le mouvement ouvrier et la permaculture, l'écologie politique radicale, on va dire, que c'est deux mondes à part. Et pourtant, moi je pense foncièrement qu'il y a une complémentarité entre les deux, qu'il y a une dialectique, donc c'est un terme un peu de philosophie, mais pour dire qu'il y a des tensions entre les deux, il y a des choses qui ne sont pas résolues, qui font que c'est pas la même chose, quoi. Ça ne fonctionne pas pareil, ça n'a pas la même histoire, mais l'un a besoin de se nourrir de l'autre. Parce que le point commun de tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour les deux, il y a un projet de société qui veut, alors ça c'est une expression qu'on n'a pas encore dit, c'est un projet de société qui veut émanciper. Alors nous on va dire, quand on est sur un marché, on dit émanciper les travailleurs. Quand on veut parler de permaculture et qu'en plus on revient au texte de Marx, comme je disais tout à l'heure en plus, c'est en fait on veut émanciper le vivant. Voilà. Émanciper le vivant du productivisme, de l'exploitation. Voilà. Ça vraiment c'est dans les textes, quoi, et c'est dans les pratiques. Aller vers les écosystèmes, la notion d'interdépendance, et pour réfléchir à qu'est-ce que ce serait le post-capitalisme et comment la coopération intégrale peut être un pied dans l'existant et imaginer le futur. Voilà. Et je voulais vous proposer, comme on est aussi dans un moment de célébration, un tout petit truc qui prend moins d'1 minute, parce que je trouvais que c'était génial tout ce qu'on avait fait, et que ça manquait un peu de spirituel. Donc j'ajoute du spirituel dans tout ça. J'invite ceux qui ont envie de participer à se lever. Il n'y a pas d'obligation. Et puis on peut même le faire assis éventuellement. Et donc c'est quelque chose de éminemment spirituel quand vous trouvez que vous êtes bien, là, vous êtes bon, vous avez fait quelque chose de bien, vous avez vécu quelque chose de formidable. Les autres sont formidables, nous sommes formidables. Alors on prend sa main droite et on la descend à hauteur de son coude. On la passe lentement devant son ventre, on la remonte encore jusqu'au-dessus de l'oreille. Et puis on s'auto-congratule et on se dit bravo. Donc explique-moi, tu apprends aux gens à faire leur propre pain? Eh bien oui, on met un peu les mains à la pâte. Je dis aux gens, c'est facile de faire du mauvais pain, mais c'est difficile de faire du bon pain. C'est mon expérience, hein. J'ai fait mon pain moi-même pendant des années. Et pour réussir à faire quelque chose dont j'étais vraiment content, ça a pris du temps. Voilà. Je pense que je fais le tour. Oui, une dernière chose. Alors, les perspectives de vie que j'avais en grandissant en région parisienne, en suivant, enfin je sais pas, avoir un boulot pour payer un loyer, pour pouvoir m'acheter à manger pour vivre, me plaisait pas. Et donc j'ai ouvert je suis allé voir comment on pouvait vivre autrement, j'ai commencé à faire du woofing. Et du coup j'ai rapidement rencontré et vécu dans des collectifs pendant des petites périodes de vie. Et je me suis rendu compte que il fallait être plusieurs en fait si on voulait pouvoir commencer à recréer une certaine forme d'autonomie. Et donc être plusieurs, ça voulait dire avoir de la terre et vivre en collectif, avoir des tâches complémentaires. Réapprendre à faire pousser des tomates, c'est un exemple comme ça, il pourrait y en avoir plein d'autres. C'est pas ça auquel on va se confronter. Ce qu'on va se confronter, c'est comment est-ce qu'on fait pousser une tomate ensemble. Et du côté du faire ensemble est pour moi névralgique aujourd'hui. Et comment à nos différentes échelles, on peut être pertinent sur de la gestion de groupe, sur de la gestion de conflits, sur
sur de la gestion émotionnelle. Être respecté par les autres dans ce qu'il est, quoi. Et ça fait partie de la permaculture, en fait. C'est d'en prendre en compte les différences de chacun, en fait. Mais pour ça, il faut des groupes assez restreints, quoi. C'est beaucoup plus simple. C'était 150 personnes maximum. En fait, c'est le nombre des personnes qu'on peut côtoyer de façon à peu près régulière. Pas connaître à fond, parce que c'est quand même beaucoup, mais voilà, avec lesquels on peut avoir des interactions, se souvenir à peu près de leur nom, etc. C'est 150 personnes. Il y en a qui disent 200, mais enfin bref. Donc des communautés maximum de 150-200 personnes. Mais après, ces communautés, évidemment, il ne faut pas qu'elles restent isolées. Il faut qu'il y ait aussi des liens avec les autres communautés. Et ça, pour moi, c'est ça l'idée. Et là, chacun dans sa communauté peut apporter des choses politiquement, c'est évident. Je pense par exemple à la société des Inuits où en fait ils sont pêcheurs, il n'y a que ça à bouffer de manière à peu près. Donc chacun, donc dans ces sociétés-là, tout le monde sait que la pêche est inégalitaire et que tu peux avoir pas de chance et machin. Et donc, donc le jour où quelqu'un ne pêche pas, il y a quelqu'un qui va déposer des poissons chez le collègue et il s'attend pas à avoir de l'argent en retour, ni même à ce que les poissons reviennent le lendemain. Il s'attend à ce que le jour où lui ne pêche rien, on lui dépose du poisson. Donc il y a bien une forme d'attente sociale qu'on te rende. Oui, mais une attente sociale alors, mais pas une attente mais donc c'est pas une attente individuelle, parce qu'en fait, voilà. La société, mettons, ils sont 250, et ça tourne. Et puis, ça tourne. Et donc, mais il y a quand même cette logique de don et de contre-don qui existe. Et l'intérêt dans cette société-là, c'est que tout le monde ait à manger. Voilà. C'est pas que il y en ait qui est toujours tout et d'autres toujours. Voilà. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter notre fonctionnement et dans un deuxième temps, d'avoir un partage d'expérience sur la vie en collectif, sur le fonctionnement surtout politique, économique et social. Et voilà. Pour l'instant, on a des conditions de vie qui nous vont très bien, mais qui ne sont pas très luxueuses, on va dire. Personne va construire une piscine individuelle si un du collectif n'a pas un toit sur la tête. Dans cette société d'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. En gros, on ne se connaissait pas forcément tous, on n'était pas tous des potes à la base. On s'est connus au fur et à mesure, chantier part, tout ça. Et on avait tous une envie, en tout cas, de vivre en collectif, ça c'est sûr. En prenant en compte un peu le constat que tout le monde faisait ces 15-20 dernières années, c'est qu'il y a plus de 9 collectifs sur 10 qui se cassent la gueule au bout de moins de 3 ans. Avant d'acheter, les questions de pouvoir et d'argent et d'inégalité ont été posées. Si moi j'ai eu tant d'argent, c'est que le système m'a permis d'en avoir aussi facilement ou rapidement. Si j'en ai eu aussi peu, c'est que le système m'a pas donné la chance d'avoir autant d'argent. Donc on a voulu égaliser tout ça et se dire... En fait, nous, on a deux façons de faire économiquement. On a une façon interne qui concerne nous 7. Cette façon-là, elle est assez simple. Tout ce qui rentre, c'est en collectif. Et on ne juge pas sur le temps accordé, l'énergie déployée. On part sur le principe qu'on se fait confiance, sur le fait qu'on se donne au maximum. Et des fois, notre maximum, c'est rien du tout. Et des fois, notre maximum, c'est un truc de fou. Par contre, quand on fonctionne à l'extérieur du groupe, de la micro-société qu'on a créée, on fonctionne avec des gens qui sont, j'allais dire encore, parce que j'espère que ça va se finir, mais encore dans le système capitaliste où les valeurs sont très importantes. Nous, on veut supprimer ces inégalités-là. Du coup, quand on fonctionne avec des gens à l'extérieur, on leur demande combien vous gagnez à l'année. Ils nous disent combien ils gagnent à l'année. Et nous, on veut être payés exactement de la même façon. Que eux. Du coup, on supprime les inégalités, en tout cas ponctuellement pendant un chantier. Si la personne gagne 100 € par mois, ça sera 100 € par mois. Si la personne gagne 10 000 € par mois, ça sera 10 000 € par mois. Donc il y a une boîte bouffe. Si je peux vous donner les chiffres, la boîte bouffe, c'est... je crois que c'est 50 € par semaine par personne, donc ça fait... Alors quand je dis par personne, c'est pas chacun, mais par personne. C'est en tout, une fois qu'on a tout mis, on a, je sais pas combien ça fait là, je crois qu'il doit y avoir 1200 balles par mois pour la bouffe. Pour ceux qui utilisent encore le PQ, il y a le PQ. On est déjà 3 à utiliser le PQ. Bon, bref. Il y en a, ils ont des besoins et d'autres pas. C'est pas des besoins légitimes ou légitimes. En gros, tous les besoins sont légitimes. Mais prends un autre adjectif. Non, mais tous les désirs sont légitimes, on s'en fout. Par contre, ce qui n'est pas légitime, c'est que les uns puissent assouvir tous leurs désirs ou plus de désirs, et les autres aucun ou pas ou peu. N'importe quelle société où les gens seraient connectés ensemble et seraient un minimum
intéressé par la condition de vie de chacun, n'achèterait pas de yacht à côté de son voisin qui crève de faim. En fait, pour moi, des gens qui font ça, c'est pas que j'ai du mépris pour eux, pas du tout. Hein, c'est pas du mépris, c'est qu'ils sont complètement déconnectés des autres. En fait, c'est comme si c'était une autre espèce. Que je dois vous passer, c'est que c'est Béa qui a initié le projet, donc si vous voulez avoir un peu plus d'infos, il faut voir ça avec Béa. Et il sera possible de faire cuire les pommes dans le four quand ils auront terminé la cuisson du pain. Et donc, je propose d'expliquer, faire un rapide historique sur l'évolution des villes en transition par rapport à la permaculture et en quoi la permaculture, ça n'est pas que de faire des buts en lasagne et que il y a une dimension, par exemple, urbaine qui est très intéressante. Et donc, je prends l'exemple des monnaies locales qui sont en train d'exploser dans le monde entier, mais qui procèdent d'une démarche permacole, souvent sans le savoir. Les militants de monnaie locale ignorent que finalement ce qu'il y a derrière. Allez, bon, alors celle-là, qui pour celle-là, là, voilà, allez, hop. Révolution. Renversement. Grand renversement. La revendication des Gilets jaunes, c'est non seulement le RICARL, alors le RICARL c'est une expression qui est née justement des différents RIC. Bon, moi je suis pour défendre le constitutionnel, qui est la première lettre le plus important. Dans Société idéale, c'est un peu la question de quelle est la vérité. La vérité, je la connais pas. Par contre, je sais qu'il y a des choses fausses qui font qu'une société est sûrement... je suis sûr que cette société n'est pas permacole. C'est pas facile de dire tout de suite c'est quoi le stade ultime de tout. Par contre, c'est sûr de dire ce qui est pourri tout de suite et maintenant. Pour l'accueil, il manque pour 10h30 3 personnes. Il n'y a personne là. Bon, c'est pas sûr qu'on accueille beaucoup de monde encore aujourd'hui, mais ça peut le faire. Dominique. Ok, et la vaisselle, elle est blindée. Toilette sèche midi. Les toilettes sèches à midi du coup, 2 personnes. 11h30, 13h30. François. François, merci. Pour ici, on est bon. Bon ben nickel, bravo, on peut s'applaudir. Souvent, les personnes, justement, encore avec cette histoire de valeur, ils estiment que comme ils ont plein de compétences, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux parce qu'ils ont appris, parce que ils ont su prendre du temps à apprendre des choses et maintenant ils ont plein de compétences qu'ils peuvent valoriser dans le système. Ben moi, je comprends pas cette posture-là en fait, parce que... Tu sais où...
Rien que cette capacité d'apprendre, en fait. Est-ce qu'on est égal là-dedans? Est-ce qu'on a tous la même capacité d'apprendre quelque chose? T'as ici ça, c'est ici à la hanche. Alors, la poignée. D'accord, ok. Voilà, ici. Voilà, c'est peut-être un peu. Je devrais mettre peut-être un plus haut pour moi. Comme première phase ou transition, si on parle d'un paradigme qui est, bon, on connaît tous le paradigme existant, mais qu'on veut un peu faire une transition et basculer dans un autre mode, enfin pas dans un autre mode de pensée, un mode de pensée. Passer par la fable du colibri, je trouve que c'est séduisant. Ça peut séduire du monde, ça peut donner envie, ça peut donner un peu d'enthousiasme, ça peut donner des pansements. Mais c'est vrai que si on s'arrête là, à la fable du colibri, et qu'on dit que si chacun fait sa part, c'est cool, forcément, ça ne changera absolument rien. Du coup, moi je propose une présentation. Alors on l'a déjà fait vendredi, une présentation sur le modèle des épiceries autogérées, ce qui est sûrement la meilleure expérience collective que vous aurez de votre vie. Rien que ça. Rien que ça. En fait, c'est la meilleure que moi j'ai vécue. Est-ce que tu peux venir d'épicerie? Venir d'épicerie? Et comme si tu étais surpris de nous voir, tu vois. Alors là tu m'as vu l'épreuve mentale, d'accord. Donc là c'est une épicerie autogérée éphémère, qui est une version un peu démo de ce que c'est qu'une épicerie autogérée. Ça se gère. Au début tout était un peu en vrac. Et au fur et à mesure des initiatives, il y a quelques personnes qui ont fait des permanences tout au long des rencontres. Ils sont venus, ils ont mis les prix, ils ont mis à droite à gauche, un peu de manière très autonome, un petit panneau parce qu'il manque une information. Pour vous donner un exemple, nous à Villers-Cotterêts, on en a une, on est 150 foyers à peu près. Et ça fait 3 ans que ça existe. Moi j'y mangeais, quasiment toute mon alimentation je l'achetais là. Et on fonctionnait sans AG, sans réunion, sans bureau, sans commission, sans informatique, sans gestion de stock. Enfin voilà, pour vous donner un peu une ambiance. C'est un truc assez léger et basé sur la confiance vachement. Là où on se fait confiance comme ça à ce point, où chacun peut prendre les initiatives qu'il veut. Là ici dans cette version démo on n'a pas de commande, mais autrement n'importe qui peut passer une commande dans son épicerie. Là il y en a une 10-15 en France. Et c'est d'autant plus perçu comme un bien commun qu'il n'y a pas des chefs. Parce qu'à partir du moment où il y a quelques-uns qui gèrent, en fait c'est un peu leur épicerie et puis les autres on leur dit quoi faire en gros. Allez, chacun son joueur les gars, on prend chacun son joueur. Et on entend là, on continue. Ah main. Ah, je suis content. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gildas et je vais animer ce matin un atelier qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone. Je suis un des auteurs de cet atelier-là, il y a une asso qui fait la même chose. Et en fait, tous les gens qui ont inventé cet atelier-là sont aussi permaculteurs. Et ce qu'on va voir ce matin, ça veut dire quoi de faire face au réchauffement climatique? Je pense que tout le monde est vaguement conscient qu'il y a un petit enjeu. Et puis vraiment de faire le lien en voyant pourquoi David Holmgren a dit que la permaculture, c'était la culture de la descente énergétique heureuse. Comment on invente un monde post-pétrole et pourquoi la perma, elle répond à tout ça. C'est un peu pour faire suite à l'atelier d'hier sur habitat léger, permaculture. Du coup, là, on rentre un peu plus dans le détail sur comment on s'installe, comment ça dure, qu'est-ce qu'on fait si ça se complique un peu. Voilà. Moi, j'ai une approche aussi sur dans quel milieu on arrive, qu'est-ce qu'il y a comme substrat urbanistique, la culture locale, comment on anime effectivement une réflexion locale, comment on fait une mobilisation locale aussi des fois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de jouer? Comme ça, je sais si je fais un atelier. Ah, on va être 2 déjà, c'est pas mal. Ok. Ok. Bon. Ah ouais. On joue à quoi? Ah bah ça c'est la surprise, hein. Moi je dis pas tout. Donc je suis au bar, je bois un café. Alors moi je propose la visite de mon écolieu en cours d'installation à 10 km d'ici. Donc il y a déjà des gens qui se sont positionnés là pour le covoiturage et je vous propose qu'on se retrouve là tout de suite après l'Agora au point 3 pour continuer d'organiser un peu le covoiturage. Si ça intéresse du monde, je présenterai bien la méthode Ho'oponopono, si ça vous parle.
qui pour moi, on est dans un milieu où on est beaucoup en lutte contre des choses. Et en fait, c'est une méthode, une philosophie de vie et une méthode assez spirituelle quand même, qui explique qu'on ne va pas aller accuser l'extérieur de nous, mais plutôt on va regarder à l'intérieur de nous. Et on va pas non plus se taper dessus et s'accuser. Hein. On fera la différence entre l'autoresponsabilisation et la culpabilité. On laissera la culpabilité de côté aussi et on mettra un petit peu la responsabilité sur nos mémoires et nos programmations. On y croit, on n'y croit pas, mais voilà, c'est comment faire la distinction entre tout ça. Et donc c'est une prière qu'on dépose régulièrement quand on vit des choses et quand on se sent attaqué par l'extérieur, voilà, et comment réagir à tout ça. À 15h, on fera un petit atelier pour façonner des petits pains, un peu comme hier. Avec du chocolat. Vous pourrez y avoir une dizaine de personnes. On va faire du pain au sarrasin aujourd'hui. S'il y en a qui ne mangent pas de gluten, je fais une petite annonce. Il y en aura quelques-uns. Et j'ai perdu un bidon d'eau, là, un truc qui fait 5 litres, comme un verre mesureur, mais de 5 litres. Donc si quelqu'un voit ça quelque part, c'est en plastique, ça m'intéresse, ça me manque un petit peu pour bosser. Juste pour le documentaire, on aurait besoin encore de quelques interviews, ça dure entre 5 et 10 minutes. Donc s'il y a des volontaires, c'est super. Je dirais qu'on cherche aussi des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer ou de se mettre en avant. À vous de voir. Donc voilà, on sera surtout dispo, je dirais vers midi et demi pour le temps avant manger, quoi. Le thème, c'est autour de qu'est-ce que tu fais là, la permaculture, le lien avec la société, bien ou mal, contente, pas contente. On sera, je dirais, vers le Barnum restaurant là-bas. Donc je m'appelle Armand, je suis charpentier. Je connaissais rien à la permaculture. Je suis venu du coup à ces premières éditions via une connaissance. Je suis hyper content parce que j'ai découvert un lieu plein de bienveillance. J'ai déconstruit beaucoup de croyances autour de la permaculture. Maintenant, je suis curieux. J'ai assisté à des ateliers fabuleux. Voilà, donc c'était très riche, très différent. Donc on avait vraiment accès à énormément de contenu. Alors, je voulais aussi vous parler du plantain. Ah, voilà les feuilles de violette. Oui, alors comment on pourrait faire? S'écarter un petit peu. L'écrasante majorité de la pensée humaine n'a pas été écrite. Parce que, bon, là, on filme, mais mettons qu'on ne filmerait pas cette conversation, elle serait écrite nulle part, ce qu'on est en train de se dire. Et donc les gens font... Enfin, c'est-à-dire, des êtres humains qui écrivent des choses font sans cesse que découvrir ou redécouvrir, parce que c'est arrivé quand même souvent à des gens de se dire « Ah, mais cette idée, je l'avais déjà eue, mais je ne l'ai jamais brevetée, ou je sais pas quoi. » Et il y a des gens, à un moment donné, ils mettent une propriété intellectuelle dessus, alors que il y a une très belle maxime permacole ou anarchiste qui dit que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est-à-dire que tout ce qui est humain appartient à tous. Donc, remettant en question la propriété intellectuelle, c'est-à-dire en fait, la plupart des, je sais pas, par exemple, des trucs qui reviennent à la mode, en fait, souvent c'est un peu une ressucée d'un truc qui a été pondu 10 ans avant, puis d'un truc qui a été pondu 10 ans avant, et puis d'un truc qui a été pondu 10 ans avant, et qui est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire l'anarchie, le municipalisme libertaire, etc., existent dans les peuples dits primitifs, qui existaient déjà il y a 100 000 ans, il y a 500 000 ans, il y a 3 millions d'années. Et un jour, quelqu'un écrit un bouquin en disant « Regardez comment il faudrait organiser la société », et en fait, c'est pas lui qui l'a inventé, quoi. Et pour la permaculture, c'est pareil. Et pour la permaculture, c'est pareil. Pour moi, la société idéale permacole, ce serait que le monde entier mette les besoins sur la table et que le monde entier sache que ces besoins-là, c'est sa raison d'être, en fait. C'est à nous de trouver des modèles de gouvernance qui prennent soin de l'humain, qui prennent soin de la nature, qui soient dans la permanence.
Je rebondis sur ce que tu dis. Ceux qui vont prendre le pouvoir, ou à qui collectivement on va attribuer le pouvoir, seront forcément ceux qui parlent mieux, ceux qui ont la tête mieux faite. C'est ça. Donc il n'y a rien d'horizontal. Mais d'accord, mais on peut imaginer aussi qu'on tire au sort, on peut imaginer aussi qu'il y a des tournantes, c'est-à-dire que tous les 3 mois, on va dire, on change, c'est celui d'après par ordre alphabétique qui y va. Qu'il ait un cerveau bien fait ou pas, et puis voilà. C'est ça. Donc, pour moi, quelle serait... Bien sûr. Non mais... Aussi, enfin, tu vois, il n'y a pas de... Non mais je vais faire un préambule et après je réponds. Parce qu'en fait, ce que je trouve que le préambule... Excuse-moi, j'ai juste un problème de mot de passe d'imprimante.